Le plagiat académique, comprendre pour agir, par Michel Bergada. Michel Bergada, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Genève. C'est cela. Et vous êtes la spécialiste de la question du plagiat. Vous avez un crois. site web collaboratif depuis longtemps. Combien d'années d'ailleurs? Ça va faire 10 ans, enfin 10 ans cette année et 11 ans que le projet de recherche a démarré. Enfin. Voilà. Et donc vous publiez chez l'Harmattan le plagiat académique. Question contemporaine. Question contemporaine. Alors la question du plagiat, comment vous est-elle venue? Comment a-t-elle évolué ces 10 dernières années? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la question, peut-être plutôt du problème? Alors du très plagiat. rapidement, comme tout le monde, je pense, en m'apercevant que des étudiants plagiaient, et moins d'un an après, par des étudiants qui me disaient « mais il n'y a pas que les étudiants, il y a des professeurs, des maîtres de conférences, des chercheurs ». Et donc à ce moment-là, j'ai fait 2 études en parallèle, et je me suis aperçu que les raisons profondes pour un étudiant de 22 ans ou pour un professeur de 40 ou 50 ou 60 ans, c'était les mêmes, parce que les hommes étaient les mêmes en fait. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce qui est très intéressant, vous nous expliquez que plagier, qu'est-ce que ça signifie déjà? Vous nous expliquez que plagier, ce n'est pas au sens forcément juridique. Non, du tout. Ça pose un problème vis-à-vis des traditions académiques. Voilà. Et puis, il y a différents profils. C'est juste. En fait, la loi considère la contrefaçon, mais ne considère pas ce qui va être le fondement de notre métier, qui est la reconnaissance du travail de ceux qui nous ont précédés et la transmission à ceux qui nous suivront. Donc, dans ce sens-là, le plagiat chez nous est une véritable rupture, pas seulement vis-à-vis d'un individu, mais vis-à-vis d'un système de connaissances, vis-à-vis de la société, vis-à-vis des établissements aussi. C'est une véritable fraude. Oui. Bien sûr, vis-à-vis de l'éthique au regard de la question académique, du savoir. Voilà. Et donc, différents profils. Oui. Alors, ce qui m'a frappé au début, c'est qu'on a tendance à... On avait un raisonnement dichotomique, il y a les bons et les mauvais, les gentils, Non, pas du tout. Il y a plusieurs types de plagieurs qui vont agir. Par exemple, vous avez des plagieurs de simples tricheurs qui sont dans le mauvais labo au mauvais moment, et donc ils vont ils vont faire de la sloppy recherche, de la mauvaise recherche, alors que vous avez des vrais fraudeurs qui, par exemple, sont des individualistes, qui sont des joueurs, qui vont tricher, tenter aussi longtemps qu'ils ne se font pas prendre. Ensuite, ils vont changer de pays ou changer d'établissement dans le plus grand silence. Et vous avez des manipulateurs, par exemple, qui sont des personnes qui sont très bien implantées dans toutes nos associations, qui manipulent le système, un peu comme les pervers sexuels ou comme le dopage, par exemple. Ce n'est pas moi qui le dis, mes profils ont été validés par des psychiatres qui m'ont dit « mais ce que vous avez trouvé dans vos recherches correspond à ce qu'on a sur la délinquance. » Voilà. En d'autres domaines, vous proposez une méthode à la fois pour identifier, mais vous allez même jusqu'à la sanction et la réparation. Alors, ce qu'il est important de voir, c'est que maintenant on est une petite équipe quand même, quand on nous saisit d'un cas de plagiat, d'abord nous voulons avoir l'assurance que c'est vraiment du plagiat. Ensuite, nous demandons dans le plus grand silence de monter un dossier. Donc le silence peut durer 2 mois, 3 mois, 4 mois, où il s'agit de déterminer factuellement ce qu'est le plagiat. Une fois que nous avons toutes les preuves, nous regardons les conséquences du plagiat. C'est extrêmement important parce que tout le monde raisonne en cause. Or, si on veut sortir du système, il ne s'agit pas, comme dans le dopage en cyclisme, de prendre Pierre-Paul Jacques et de le punir, de le sortir du système, parce qu'on ne sort pas de notre système. Il s'agit de considérer les conséquences du plagiat. Par exemple, la fraude dans l'établissement où un plagiaire va être engagé, parce qu'il a pris la place de quelqu'un d'autre. La fraude à la thèse, quand un établissement valide une thèse plagiaire, c'est tout le système civil qu'il triche, avec lequel il triche. Il n'est pas victime. L'établissement qui valide des thèses de complaisance, il faut arrêter de croire qu'ils sont victimes d'un plagiat. Ils sont complices. Donc ça, c'est un retournement de réflexion qu'il est indispensable de conduire. Donc ce que nous faisons, nous cherchons les conséquences, le vol évidemment à la personne, le fait de ne pas donner au lecteur l'accès aux sources, ce qui est le fondement de nos métiers, la fraude au système, la notoriété perdue par l'établissement, etc. Et en fonction de ces conséquences sur les acteurs, nous proposons des réparations. Parce que tant et aussi longtemps que les victimes n'ont pas obtenu réparation morale, pas pécuniaire, mais au moins reconnaissance, elles seront en souffrance.
Donc voilà, nous cherchons à pacifier, je dis nous, puisque nous sommes plusieurs maintenant, nous cherchons quand même à pacifier les communautés. Au fond, et pas punir. Bien sûr. Au fond, Ça ce que vous avez évoqué l'exemple du cyclisme. Le plagiat, c'est le dopage du monde académique. C'est cela, oui. C'est-à-dire qu'il faut à la fois réussir à trouver la personne qui est en train de devenir une délinquante, peut-être la récupérer avant qu'elle devienne vraiment une délinquante, parce qu'après, elle sera addictive au plagiat et à la fraude. Et en même temps, il faut trouver des structures génériques pour notre société du savoir qui est en danger quand même. Bien sûr. Alors dès lors qu'on pose le problème sur ce registre du dopage, on se dit l'enseignement supérieur a été transformé. L'enseignement supérieur est aussi devenu un business. Il y a des classements. Tout ça, ça incite. Tout à fait, exactement comme l'argent dans le cyclisme. J'espère qu'on ira plus vite parce que le cyclisme, ils ont mis quand même plus de 30 ans à réagir. J'espère qu'on va réussir à faire comprendre à tous les responsables d'établissement que non, le cœur de leur mission, il y a une ambiguïté centrale qui est, ils pensent ou ils disent que le but c'est d'obtenir un classement d'établissement, donc un classement des labos, les labos un classement des individus, etc. Non, le cœur de leur métier doit être d'avoir une connaissance qui progresse et de manière éthique et dans tout le respect de notre déontologie et de, de nos valeurs. Donc c'est ça leur responsabilité. Et ils n'ont pas compris, pour beaucoup, il y en a qui ont compris, qu'un jour la société civile va leur demander des comptes parce qu'ils ferment les yeux sur des pratiques plagiat. Oui. Bien sûr. Michel Bargada, au fond, cet ouvrage, comme l'ensemble de votre démarche, ça participe d'une volonté de briser une certaine forme d'omerta. On sait très bien que c'est ça aussi qui fait fonctionner. Oui, c'est ce qui est passionnant en étant un chercheur en gestion avec toutes les méthodes que nous avons pu apprendre, c'est que nous ne sommes pas des journalistes, nous sommes des chercheurs et nous faisons vraiment de la recherche-intervention, mais au sens des systèmes, au sens des individus, mais au sens des systèmes. Et ce qui est magique, c'est que ça marche quand même. On a des échos. On commence à avoir de véritables échos chez certains dirigeants qui demandent comment s'y prendre, comment... Voilà. Si je peux donner un exemple, la société, la SGS, qui est quand même qui est un organisme qui valide les normes anticorruption, vient de créer un label anti-plagiat. Pour l'instant, je crois qu'il y a 2 établissements qui l'ont demandé. Un jour, il y en aura 20 ou 30 ou 50. Le plagiat académique, comprendre pour agir, par Michel Bargada. Éditions L'Harmattan. Michel Bargada, merci de votre Merci.